Merci beaucoup, Gauthier, de me passer la parole. Et bonsoir encore une fois de plus à vous. Et merci d'avoir consacré de votre temps pour nous écouter. C'est la deuxième fois que nous nous trouvons dans cette faculté pour partager avec vous notre expérience en matière de la foresterie. Dans sa globalité, l'année dernière, nous sommes ici, nous avons partagé avec vous notre expérience en matière d'observation indépendante externe, les outils que nous avons développés pour faire le suivi indépendant des activités dans le secteur forestier au Cameroun et dans le bassin du Congo. Cette fois-ci, nous revenons pour partager encore avec vous l'urgence, la nécessité de pouvoir préserver les forêts du bassin du Congo. Et la présentation en elle-même, nous aurons 6 points, mais c'est déjà vite. Donc, je vais juste faire une brève présentation de FODER, parler un peu de ce bassin du Congo en chiffres et les problèmes majeurs que nous vivons à l'intérieur des forêts du bassin du Congo. Et je vais revenir un peu sur les initiatives européennes qui, en faveur de la gestion durable de ce grand massif forestier, qui est le deuxième poumon dans le monde entier après l'Amazonie. Je vais parler un peu de la contribution des organisations civiles dans la préservation de ces forêts du bassin du Congo. Et je vais aussi aborder, pour finir, les défis actuels. Donc, FODER, c'est une organisation civile qui existe au Cameroun, qui existe depuis 2002 au Cameroun, et qui pendant longtemps travaille pour une société plus juste, sans marginalisation ni discrimination, en mettant ses ressources naturelles au service du plan durable. Ce qu'il faut dire, FODER existe au Cameroun, et intervient dans les pays comme la RSA, la République du Congo. Nous avons aussi un bureau du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, l'essentiel de nos activités, tous les activités que nous menons, se résument autour de ces 3 axes majeurs. Les questions sur la gouvernance des ressources naturelles. Dans la gouvernance des ressources naturelles, nous abordons la question de la transparence, la participation, la lutte contre la corruption, l'observation indépendante externe, où nous dénonçons toutes les inégalités qu'il y a dans le secteur des forêts. Ce que nous faisons aussi également, c'est de pouvoir protéger les droits des communautés. J'ai parlé de la lutte contre la corruption. Dans la biodiversité et l'environnement, dans la biodiversité, nous travaillons beaucoup plus dans des zones de conservation, mais cette fois-ci avec une approche où nous voulons mettre les communautés au centre de la conservation pour changer un peu l'approche de conservation stricte que nous avons observée jusqu'à présent, d'amener les communautés à s'intéresser, à être impliquées dans les activités de conservation. Et là aussi, ce que nous faisons, nous amenons les communautés à pouvoir développer des activités, des alternatives au braconnage. Donc, nous amenons les communautés à développer la pisciculture, l'apiculture et bien d'autres. Dans ce secteur environnement et climat, nous amenons beaucoup plus les communautés à restaurer les paysages forestiers, nous faisons le planting des arbres et aussi restaurer aussi les terres qui sont dégradées. Parce qu'on s'est rendu compte que si déjà nous avons remarqué que l'un des moteurs de déforestation, c'est l'agriculture. Et beaucoup plus les communautés, parce qu'elles sont à la recherche des terres fertiles, elles vont dans les forêts pour détruire les forêts pour s'installer. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de pouvoir restaurer les sols pour sédentariser les agriculteurs, pour aussi, afin de limiter les fonds de dégradation. Donc, en termes de troisième axe touche l'entrepreneuriat rural, ce que nous faisons également de ce côté, c'est de pouvoir amener les communautés à développer des activités qui vont les générer un revenu. L'idée pour nous étant de les amener à être moins vulnérables vis-à-vis des personnes qui exploitent des ressources naturelles. Parce que nous avons remarqué que dans les zones où il y a l'exploitation du bois, facilement, dans un exploitant qui arrive dans le village, va acheter tout un arbre peut-être à 5 000 francs. Parce qu'on a besoin de l'argent pour acheter de quoi manger, peut-être de l'huile, du savon et bien d'autres. Bon, 5 000 francs, ça ne représente pas rien par rapport à la valeur de l'arbre. Donc, pour nous, nous pensons que si nous amenons les communautés à développer des activités qui leur génèrent des revenus, ça pourrait améliorer les revenus de la famille et aussi permettre à ceux-là d'être encore moins vulnérables vis-à-vis des exploitants qui viennent leur proposer des petites sommes. Donc, revenons sur le sujet qui nous amène ici, parlant du... Voilà. Alors, quand on parle des forêts du bassin du Congo, c'est pratiquement tout ce qui est en vert, donc qui couvre, je parle qu'environ 7 à 8 pays. Hein. Donc, tout ça, et la superficie de ces forêts est évaluée à
269 millions, 269 millions d'hectares. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette superficie, quand on essaie un peu de visualiser, c'est pratiquement 80 fois la Belgique. Voilà, à peu près 80 fois la Belgique. Donc, en fait, c'est juste pour que nous puissions visualiser l'importance en fait, de ces massifs forestiers. Et si on parle de la France, c'est pratiquement 4 fois la France. Et c'est cette superficie, cette forêt, comme il dit, qui est le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie, sur lequel aujourd'hui nous sommes tous mobilisés à préserver, à protéger. Il faut dire, ce massif forestier représente pratiquement les 70% du couvert forestier africain. Donc, et à côté de cela, c'est que 10% de la biodiversité mondiale se retrouve dans les forêts du bassin du Congo. Et ici, nous avons aussi également près de 262 aires protégées qui représentent 15% des aires protégées que nous avons sur la Terre. Donc, dans ce massif forestier, nous avons près de 10 000 espèces de plantes, plus de 400 espèces d'essences ligneuses et 1400 espèces d'animaux. Je ne voudrais pas entrer dans les détails parce que je suppose que dans les cours que nous faisons à la faculté, on parle vraiment, on va un peu plus à l'intérieur pour savoir les types d'espèces. En termes d'espèces d'essences ligneuses, pratiquement, je ne sais pas si on parvient même à explorer près de 10% en fait de ces espèces. C'est pour montrer un peu la richesse de la biodiversité que nous avons dans ce massif. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que les forêts du bassin du Congo représentent 22% des forêts tropicales dans le monde. Donc, environ 1,1 milliard de tonnes de CO2 qui sont absorbées par les forêts du bassin du Congo et qui en même temps aussi émettent près de 530 millions de tonnes. Et quand on essaie un peu de faire le ratio, on se rend compte qu'il y a un gain de 610 millions de tonnes de CO2 par an qui sont stockées dans ce massif forestier. Donc, ce qu'il faut se noter, c'est que nous avons un sérieux problème avec ce massif forestier dont je viens de vous présenter, a fait face à de sérieux problèmes. Et là où ça devient plus intéressant, si rien n'est fait, nous allons nous retrouver avec ce massif qui va disparaître dans les jours qui viennent. Donc déjà, l'un des gros problèmes, c'est qu'on assiste à une persistance des activités illégales dans le massif forestier. Donc ça veut dire en clair que nous avons des activités d'exploitation illégales qui se passent dans ce massif. Ce qui crée des dommages très graves pour l'environnement, sur le plan social aussi également, et qui fait perdre aussi à nos gouvernements beaucoup d'argent chaque année. Ici, on évalue à près de 10 milliards de dollars chaque année qui est perdu suite aux activités illégales dans le massif forestier. Pour le cas du Cameroun, en 2017, nous avons mené une étude pour pouvoir apprécier les pertes fiscales dues à l'illégalité et la corruption de secteur forêt pour la seule année de 2017, le minimum. Je dis bien le minimum. Parce que l'étude, le constructeur qui a fait le travail avait été dans deux fourchettes. Avec des centaines de milliards et des 10 milliards. Alors, ce que nous avons voulu faire, c'était de rendre un peu plus réaliste les données pour ne pas créer des problèmes avec l'administration. Nous sommes juste limités au minimum, qui était 10 milliards de francs CFA qui étaient perdus en 2017 suite aux activités légales. Donc, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on relève un sérieux problème de transparence dans la gestion des forêts. Transparence dans l'attribution des titres d'exploitation forestière, transparence en matière de revenus issus de l'exploitation qui se passe dans le secteur. En bref, la gestion reste encore opaque à notre niveau, dans le bassin du Congo. Il faut aussi dire qu'à côté, nous avons la corruption qui est encore ambiante parce que si nous parlons des illégalités, c'est qu'il y a l'odeur de la corruption qui se balade de ce côté. Et du coup, ça ne nous facilite pas la tâche. Donc, corruption,
corruption et illégalité vont ensemble. Nous avons, dans le cadre de la corruption au niveau des FODER, réalisé entre 2015 et 2017, l'indice de perception de la corruption dans le secteur des forêts au Cameroun. Nous nous sommes rendus compte qu'en 2010 et 2015, ça a vraiment chuté, dû au fait qu'il y a beaucoup d'actions qui étaient menées pour lutter contre l'exploitation illégale. Mais entre 2015 et 2017, ça a repris l'envol. Tout ça parce qu'il y a eu un désengagement des bailleurs, de l'État, pour lutter contre ces fléaux dans le secteur des forêts. Donc on est revenu un peu à la case de départ. Donc pour dire, si nous voulons encore reprendre le sud d'aujourd'hui, je parie et que ce sera encore plus catastrophique. Donc il y a la malgouvernance qui règne. Il y a une menace persistante sur les défenseurs des droits de l'environnement. Donc, tous ceux qui se lèvent pour essayer de protéger ces forêts, parfois sont menacés parce que c'est aussi des questions des intérêts des entreprises, de ceux qui sont impliqués dans la criminalité environnementale, qui fait que parfois on est obligé de prendre des mesures, certaines précautions pour ne pas aussi s'exposer. Donc, il faut aussi dire qu'il y a certaines lois qui menacent un peu l'espace civique dans nos pays. Par exemple, je parle pour le cas du Congo, du Cameroun, il y a des lois qui concernent la lutte contre le terrorisme. Alors, si nous continuons à actionner pour lutter contre la corruption, pour dénoncer les inégalités, directement, on estime que nous dérangeons. Et là, on nous met directement sur le coup de la menace sur l'intégrité nationale, et ainsi de suite. Donc, c'est très facile de trouver les étiquettes. Donc, il faut aussi dire que l'approche caporaliste dans la gestion, dans les faits, parce que nous avons des documents, la loi forestière qui promeut la gestion participative des ressources forestières, ce n'est que des noms. Mais dans les réalités, c'est autre chose. Alors, il faut aussi faire plus en compte des droits des communautés locales et autochtones, qui parfois sont des personnes qui veut dire quoi, qui subissent au quotidien les méfaits de l'exploitation illégale. Parce que c'est leur espace de vie qui sont détruits. Les lieux, eux, où ils peuvent aller prélever des champignons, prélever des lignes pour consommer, est complètement détruit. Les arbres qui sont utilisés pour la pharmacopée sont complètement détruits dû à l'exploitation illégale. Donc, pour dire en fait que les conséquences, ceux qui vivent les conséquences de l'exploitation illégale, ce sont les populations qui sont libérées. Donc, il faut dire aussi l'émergence des activités minières qui continue, qui accentue la déforestation aux côtés des activités agricoles. Si nous prenons, bon, là, je crois que l'actualité aujourd'hui nous dit, ça veut dire que ce soit RDC, dans le nord, le sud de Kivu et tout ça, au Cameroun, à partir du sud, de l'est, et au nord du Congo, RDC, l'exploitation minière est en train de prendre l'ampleur. Et on ne peut, pour avoir accès à ce qui est en dessous, il faut décaper ce qui est au-dessus. Ça, c'est un sérieux problème et ça met vraiment en danger les forêts du bassin du Congo. Donc, comme je l'ai dit, tout ceci, bon, il y a aussi les politiques forestières qui sont aussi peu adaptées. Actuellement, je prends par exemple le terrain côte forestier du Cameroun qui est passé à l'Assemblée nationale. Pour moi, particulièrement, ça m'engage. Quand on lit ces codes forestiers, on a l'impression qu'ils ont tout simplement légitimé les activités illégales à l'intérieur. Et au Congo aussi également, c'est presque la même chose. Donc, pour nous, nous pensons que ces lois, ce code forestier qui est adopté, mérite en fait, il n'a pas envie d'être révisé pour qu'on puisse, pour garantir la durabilité de ces ressources forestières. Donc, pour ce qui concerne les conséquences, et comme je l'ai dit plus haut, nous avons des pertes du couvert forestier. Donc, il faut dire que plus d'un quart des forêts du bassin du Congo risquent de disparaître en 2050, si rien n'est fait. Ça, c'est la TBT qui nous dit dans un rapport de 2022. Il faut dire que le bassin des forêts du bassin du Congo a perdu plus de 600 000 hectares de forêts primaires en 2020. Donc ça sont les chiffres de la FAO. Donc vous comprenez également que ce grand massif des forêts du bassin du Congo est véritablement en danger. À côté de ça, nous assistons aussi à la destruction de l'habitat de la faune. On parle aussi de la faible contribution du secteur forestier à l'économie nationale dans nos différents pays, la faible contribution dans l'amélioration des conditions de vie des populations locales et autochtones.
Alors, ce qu'il faut dire, l'Union européenne est consciente de ce fait et a engagé depuis longtemps certaines actions pour essayer un peu d'aller contre l'exploitation illégale, contre toutes les fraudes qu'il y a au sein de la gestion des forêts et des bassins du Congo. Ce qu'il faut dire, en 2023, l'Union européenne a adopté son plan d'action FLEC, donc qui visait en fait à renforcer l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux. Donc, et ce plan d'action FLEC avait pour objectif de contrôler tous les produits bois et dérivés qui entraient sur le marché européen, afin de pouvoir limiter l'importation des produits illégaux sur le territoire européen. Et à côté de ce plan d'action FLEC, ça les a amenés à engager des négociations avec les pays producteurs de bois. À travers l'accord de négociation, ce qu'on appelle l'accord de partenariat volontaire avec FLEC, avec tous ces pays, donc, qui voulait donc engager ces pays à œuvrer pour soutenir les objectifs du plan d'action FLEC et à mettre en œuvre un système de délivrance de licences de légalité du bois, qui, en fait, pour un détenteur de titre, pour qu'il puisse exporter son bois ici en Europe, devrait se rassurer que, enfin, on devrait se rassurer au niveau du pays producteur qu'il a exploité de façon légale le bois avant de l'exporter sur le territoire européen. Et à côté de ces réglementations FLEC, il faut dire de ce plan d'action, l'Union européenne a développé ce qu'il appelait le règlement bois de l'Union européenne, donc qui a été adopté pour venir renforcer un peu ce système de licence FLEC qui lui a été délivré. Et plus tard, dans ce RBIE, il a mis sur pied ce système de due diligence. Je voulais un peu expliquer ici, c'est que les pays étant engagés dans l'APE FLEC devraient automatiquement délivrer les licences FLEC à tous les exportateurs de bois dans le pays européen. Il s'avère qu'à ce niveau, ça a pris beaucoup de temps pour plus délivrer. Ça veut dire que tout le bois continue à arriver. Il n'y a pas un mécanisme pour pouvoir justifier la légalité du bois. Donc maintenant, pour prendre les choses à l'inverse, l'Union européenne exige à tous les importateurs européens de pouvoir faire la diligence raisonnée pour se rassurer que le bois qu'ils importent sur le marché européen respecte toutes les exigences de la légalité. Et il faut dire, en 2013, bon, là, je sais pas l'expliquer, hein, ça veut dire que c'est le grand bois qui entre en vigueur en 2013, donc vise en fait le bois, la vente des bois et les produits forestiers légaux sur le marché européen à travers un système de diligence raisonné et une démarche de vigilance de la part des opérateurs de bois ou produits dérivés. Il faut dire quand même que l'Union européenne essaie vraiment de s'adapter par rapport au contexte que nous vivons dans les bassins du Congo. Parce que malgré cela, il y a toujours, il faut tout le dire, on fait toujours face à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc, très récemment, l'Union européenne a adopté un nouveau règlement qui porte sur la déforestation. Donc, et ce règlement vise à réduire significativement la contribution de l'UE à la déforestation et la dégradation des forêts dans le monde. Donc, contrairement au récent, qui était le RBIE dans le règlement bois, il est un peu beaucoup plus élargi. Il élargit un peu son champ d'application à d'autres produits associés qui sont un peu problématiques. Donc, voilà un peu quelques champs sur lesquels l'Union européenne a étendu son RDE donc, sur les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois. Donc, l'idée ici étant que on devrait se rassurer que tous ces produits qui se retrouvent sur le marché européen n'ont pas fait l'objet de la déforestation et de la dégradation de forêt. Donc, ces produits et leurs dérivés doivent être suivis à conditions strictes pour être mis en vente et importés et exportés depuis le marché européen. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on doit justifier l'absence
de la contribution de ces produits à la déforestation ou à la dégradation des forêts, la production conforme à la législation du pays où ces produits sont récoltés et la soumission d'une déclaration de diligence raisonnée. Donc, tous ces trois éléments doivent permettre de pouvoir justifier l'entrée de ces produits sur le marché européen. Donc, l'une des dernières choses qui est en cours actuellement, comme je l'ai dit, l'Union européenne essaie de s'adapter au contexte actuellement. On se rend compte qu'il y a ce nouveau outil, le Forest Partnership, qui est en train d'arriver. Sur la base que l'APE que l'Union européenne a engagé avec les pays signataires n'ont pas apporté des résultats espérés. Et alors, on passe directement pour les Forest Partnership, donc qui s'inscrit dans le cadre global de la coopération européenne pour un travail conjoint sur les forêts et qui vise à investir la déforestation dans les pays soutenus et ce faisant, à renforcer la protection du climat et de la biodiversité. Donc ici, le Forest Partnership sera plutôt un accord, mais pas contraignant, ça il faut le dire, par rapport à l'APE, parce que l'APE était plus contraignant, mais lui ne sera pas contraignant. Ce sera juste un gentle agreement, si on peut le dire ici, entre l'Union européenne, peut-être entre la Commission européenne et un ministère dans le pays, où une feuille de route sera déroulée avec un MOU qui lie les deux parties. C'est tout. Donc, on voudrait souvent se rassurer dans le cadre de ce Forest Partnership qu'on a plus de forêts qui sont gérées durablement, plus de forêts protégées et conservées, plus de forêts restaurées, plus d'emplois décents liés à la forêt, plus de chaînes de valeur, plus d'investissements et de commerce, moins de déforestation. Donc ça, c'est vraiment des objectifs qui sont repris dans le document de la Forest Partnership qui nous est présenté. Donc, il faut dire quand même qu'il y a d'autres initiatives pour lesquelles nous connaissons tous, l'initiative CAFI, donc, qui a été lancée au sommet des Nations Unies pour le développement durable en septembre 2015, donc, qui vise aussi à aider le gouvernement dans les régions à mettre en œuvre des réformes et de renforcer les investissements pour relever le défi tels que la pauvreté, l'insécurité alimentaire, le changement climatique qui exerce une pression sur les forêts tropicales. Donc, il faut aussi dire qu'à côté, nous avons la CDN, donc, qui est à la suite de l'accord de Paris qui s'est tenu en 2015, demande que chaque pays décrive et communique ses actions climatiques pour l'après 2020. Nous savons tous que dans la CDN, l'objectif, c'est de pouvoir maintenir la température alors le réchauffement planétaire dans cette fourchette de 1,5 à 2 degrés Celsius. Donc, chaque pays devrait en principe dire comment il devrait faire pour pouvoir contribuer à ce que nous puissions maintenir l'élévation de la température dans cette fourchette au fil du temps jusqu'à 2020. Après 2020, autant pour moi. Nous avons aussi des initiatives comme la RED+, qui permet de réduire les émissions provenant du déboisement, de la dégradation des forêts associée à la gestion durable des forêts, la conservation, l'amélioration des stocks de carbone forestier. Donc, il reste en fait essentiel des efforts mondiaux visant à atténuer les changements climatiques. Donc, ça, c'est un peu des initiatives qui font que nos pays sont engagés pour dire nous avons un massif forestier et pour lequel nous devons préserver pour atteindre ces objectifs qui sont visés dans ces trois initiatives. Il y en a plusieurs initiatives qui existent, dont j'ai juste pris quelques-unes pour que nous puissions nous rendre compte qu'il y a des initiatives qui sont engagées au niveau européen pour que nous puissions préserver ces forêts. Bon, alors, est-ce que la préservation de ces forêts reste une affaire des Européens? Nous aussi, au niveau de la société civile, que ce soit les ONG, que ce soit les OSC, nous avons aussi des efforts qui ont été fournis pour préserver. Déjà, ce qu'il faut revenir, ça, c'est vraiment une date que j'aime bien pour ce qui concerne la protection de nos forêts. Il faut noter que dans les années 80, on a vu une coalition des organisations
européens, Greenpeace, WWF, les Amis de la Terre, qui avaient lancé une grosse campagne de boycott des produits, des produits venant des pays tropicaux, des produits parce que il y avait une forte montée de l'exploitation illégale du bois qui se trouve sur le marché européen. Et du coup, il y a ce grand boycott qui a été lancé à l'époque et qui a poussé à l'instauration des certificats de ces produits. Donc, en fait, la certification de ces produits, que ce soit FSC, OEB et bien d'autres, vient du fait qu'il y a cette campagne qui a été lancée. Et initialement, le FSC qui était là était un peu comme le certificat dont toutes les entreprises qui exportent leur bois sur le territoire européen devaient avoir martelé sur leur bois pour dire que le bois qui est vendu sur le marché européen a été exploité en respect des normes de la gestion durable. Durabilité économique, durabilité environnementale et durabilité sociale. Donc, c'est ça qu'ils ont toute une grille qui permet de principes et critères, indicateurs pour pouvoir accorder, lorsqu'une entreprise remplit ces critères, ce certificat. Il faut dire qu'il y a aussi de plus en plus des organisations civiles qui sont plus lancées dans le développement des outils de dénonciation des activités illégales à temps réel. Je reviendrai là-dessus pour vous présenter quelques outils qui sont développés. La lutte contre la corruption, j'en ai parlé au début, qui est un fléau qui, voilà, comme je dis, là où il y a l'exploitation illégale, il y a aussi l'odeur de la corruption qui tourne autour. Donc ça, les ONG sont aussi beaucoup plus engagées contre la corruption. La transparence aussi, l'application de la loi à travers des activités de dénonciation, des plaidoyers pour la participation des parties prenantes. Comme je disais tout à l'heure, de plus en plus, on exclut certains acteurs autour de la table de dialogue pour ce qui concerne la gestion des forêts. Il y a des plaidoyers qui sont menés dans nos pays pour qu'on puisse permettre à toutes les différentes familles d'acteurs d'être présents, que ce soit les communautés, que ce soit ceux civils, que ce soit le secteur privé et bien d'autres. Donc, et aussi la participation des sectoriels pertinents. Généralement, on s'est rendu compte quand on parle de forêt, on va tout penser au ministère en charge des forêts. Mais ce que nous oublions, c'est que la forêt, dans sa globalité, implique l'économie. Donc, on a besoin du ministère en charge des finances et de l'économie, ceux en charge de l'environnement, ceux en charge des affaires sociales, ceux en charge de la justice, parce que lorsqu'on attrape un bandit, celui qui a volé le bois, il faut le traiter en justice. Donc, on a besoin de ces personnes. Donc, pour nous, le plus gros challenge, le plus gros défi, c'est de renforcer, de travailler à renforcer la participation de ces derniers. Donc, je vais partager avec vous quelques outils qui, aujourd'hui, permettent de renforcer le suivi, la surveillance de nos forêts. Dans cet outil, je vous ai parlé de ça l'année dernière, le système de normalisation indépendant. Je vais parler de tout en détail. En fait, c'est un outil qui a été développé pour amener ceux qui font dans l'observation indépendante externe au Cameroun et au Congo, de le faire sur la base du système de management de la qualité, la norme ISO 9001-2015. Dans cette base-là que ce système a été développé, parfois on a des dénonciations qui viennent là, ça peut être des citoyens du secteur privé et toute autre partie, et ces informations remontent vers une organisation qui est basée dans la localité, qui se cherche d'aller vérifier que l'information est avérée. Et lorsque l'information est avérée, il rédige un rapport qu'il transmet à une organisation qui joue le rôle de la coordination. Au Cameroun, c'est FODER. Au Congo, c'est CJJ, donc qui coordonne et qui analyse le rapport avec la mise en place, la relecture de ce rapport avec un groupe de personnes qui sera sûr que le rapport qui sera transmis au niveau de l'administration répond sur le plan technique, sur le plan éthique. Donc, ce comité est constitué des avocats, des experts sur les questions de gouvernance, quelqu'un du secteur privé qui s'assied pour relire le rapport, pour se rassurer que si ce rapport est transmis, qu'il ne retourne pas contre tous ceux qui ont dénoncé comme diffamation des normes. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et depuis que nous déployons ce système, aucun rapport, ou alors aucune organisation n'a été inquiétée de ce que les rapports font l'objet d'une diffamation des normes. Donc, généralement, ce qui se passe,
après transmission de ce rapport, il y a généralement une OSC qui intervient généralement pour faire un peu la pression sur le gouvernement, pour amener le gouvernement à être plus redevable. Et là, au Cameroun, c'est Transparency International. Donc, pour dire en fait, c'est un peu ce système qui est mis sur pied au Cameroun pour davantage lutter contre l'exploitation illégale et aussi au Congo. Nous essayons un peu de le déployer en RSCA, n'ont pas pu avancer pour des raisons financières. Je vais vous parler de cet outil ForestLink. ForestLink est un outil qui a été développé avec Rainforest UK, Rainforest Foundation, qui permet en fait de faire le suivi à temps réel des activités qui se passent dans la forêt. Généralement, dans les communautés, nous avons identifié des leaders communautaires qui nous avons remis les smartphones avec une application collector et qui les permet, dans la forêt, de collecter toutes les données sur ce qui se passe. Et dans ce smartphone, dans cette application, on donne un peu des indications qui précisent exactement ce qu'ils sont en train de voir. Ça peut être des coupes hors limite, ça peut être des coupes sous diamètre, en fait, tout ce qu'il peut collecter. Et nous, à partir de Yaoundé, nous avons accès à une plateforme via satellite qui nous permet de voir exactement où viennent les alertes. Et lorsque les alertes viennent régulièrement dans une zone, ça nous amène à nous déployer pour descendre sur le terrain avec une équipe pour pouvoir travailler comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand nous pouvons recevoir ces alertes à partir d'ici, et là nous envoyons cette organisation qui est proche et qui descend observer ce qui se passe. Donc c'est un système, comme je dit, des outils qui sont développés aujourd'hui pour pouvoir suivre à temps réel l'exploitation illégale. L'avantage avec ceci, c'est que nous parvenons à attraper un peu ce qu'on appelle les flagrances délits. Donc les rapports sont transmis rapidement au niveau de l'administration locale, qui descend aussi rapidement. C'est un peu comme on dit le bandit, la main dans le sac. Donc voilà, je vais poursuivre. Je vais vous présenter un peu cette carte. En fait, cette carte est un peu comme un des résultats que nous avons eu lorsqu'on a mené les investigations. Ça, nous sommes ici au Cameroun. Tout ce qui est en vert, c'est au Cameroun. Un peu. Pour voir un peu où vont les bois qui sont exploités illégalement. Bien évidemment, sur le marché local, ils vont là où il y a les astérisques là, dans les bois qui sont exploités dans le Bas-Mekim. Simon n'est pas là, parce que pour nous, c'est une zone de hotspot d'illégalité. Donc ici, il y a des marchés qui sont là où ces bois se retrouvent pour être blanchis. Et lorsqu'ils quittent au niveau du port, nous avons des destinations que nous avons identifiées. C'est pas. D'abord, il y a la Chine, il y a le Vietnam, il y a l'Espagne, il y a la Belgique. Pardon? Non, rien. Donc, rassurez-vous que les boss sur lesquels vous assurez n'ont pas été exploités. Bon, ça, c'est pour rire. Donc, ça, c'est juste pour dire tout le travail que nous faisons nous permet de poser ces cartes pour lancer l'alerte à ceux qui consomment pour dire faites attention. Pour vous qui êtes en Espagne, renforcez vos mécanismes de due diligence pour vous rassurer que ce que vous avez consommé là n'est pas des sources illégales. Donc, là, les mêmes bon. Pour la Chine et le Vietnam, ne sont pas de bons élèves en matière de respect de la légalité. Ça, c'est un gros défi que nous avons. Parce que plus on durcit le temps ici en Europe, on trouve notre marché de ce côté. Donc, je vais laisser la parole à Chine, qui va se rendre poursuivre la deuxième partie, je viendrai conclure. Il va présenter deux outils. Bonsoir à tous. Bon, moi, je m'appelle Achille Diabou, donc je travaille pas pour FODER, mais pour World Resource Institute. Donc, World Resource Institute appuie les gouvernements dans l'utilisation de technologies pour le suivi des forêts. Et à côté de ça, on a pensé qu'il fallait aussi pas seulement donner les capacités des administrations, mais de travailler aussi avec la société civile pour leur donner aussi les capacités à pouvoir utiliser tous ces outils. Donc, la plateforme Global Forest Watch dont on parle, c'est une plateforme qui a commencé avec
les images Landsat, on a évolué avec les images Spot et aujourd'hui on utilise les images radar. Donc, notre approche, on fait beaucoup dans la collecte des données et la diffusion et pour le renforcement de la transparence dans le secteur forestier. Donc, notre mission est de faire en sorte que la société humaine vive de manière à protéger l'environnement, la terre et sa capacité à répondre aux besoins et aux aspirations des générations actuelles et futures. Donc, notre stratégie est basée sur la transformation de l'information pour l'action. Donc, donner l'information à ceux qui peuvent l'utiliser. Donc, la transparence et l'accès à l'information sont à la base de nos stratégies. La prise de décision dans nos approches devrait être alimentée par l'information à jour, fiable, de haute qualité et facilement accessible. C'est la raison pour laquelle nous sommes beaucoup plus axés vers des approches open source, donc des outils, des logiciels libres, des applications libres, l'accès aux données libres sans besoin d'acheter des licences ou d'avoir des mots de passe. On développe une gamme d'outils de collecte, de partage et d'analyse des données sur les ressources naturelles. Donc, on a commencé à travailler en Afrique centrale et dans le bassin du Congo en évoluant en fonction des complexités. Donc, on avait commencé d'abord par la collecte des données et la production d'un poster vraiment manuel. Dans les années 2003, 2004, 2005, on était sur le poster. On a évolué du poster à la production d'une base de données. On a commencé les distributions des données dans des CD-ROM. Donc, jusqu'à 2015, où on a commencé donc à migrer toutes ces données vers une plateforme en ligne. Et ça, c'était les données géographiques, mais au fur et à mesure, on a vu d'autres problématiques qui sont arrivées, donc avec les questions des feux. Donc, on a développé dans nos applications la possibilité d'utiliser la plateforme pour, lorsqu'il y a des feux qui déclenchent dans certaines zones, qu'on puisse avoir des alertes directement sur des smartphones pour pouvoir agir. Donc, il y a aussi Global Forest Watch Climat, donc beaucoup en termes de température qui changent, qui chutent, qui évoluent. Donc, on peut avoir ça dans cette application. Et le Global Forest Watch, qui est utilisé beaucoup plus dans le bassin du Congo, est beaucoup plus axé pour donner les informations sur les pertes du couvert forestier et les gains en termes de forêt. Donc, lorsqu'on coupe un arbre, on a une alerte. Lorsque il y a une régénération, même si elle est naturelle, ou bien des arbres qui sont plantés, on voit aussi ces alertes qui signalent dans l'application. Mais ça, c'est pas suffisant parce que lorsqu'on voit une alerte, c'est une donnée spatiale. Ça peut être qui est responsable de cette information. C'est ainsi qu'on a pensé à développer une autre application spécifique. Donc, on part du thématique public cible, public spécifique. Donc, on a pensé pour ceux qui font dans l'exploitation forestière sont responsables de tout ce qu'on observe comme alerte dans le secteur forestier. Donc, on a développé la plateforme Open Timber Portal qui couple dans les données Atlas forestier dont j'ai parlé tout à l'heure, les données Global Forest Watch, mais maintenant pour aller vers les sociétés pour comprendre dans quelle assiette de coupe, dans quelle zone est-ce que vous travaillez, pour qu'on puisse voir s'il y a une corrélation entre les données que vous avez, les zones où vous êtes en train d'exploiter et les alertes qu'on observe sur les satellites. Donc, ça permet d'avoir des données un peu plus contextuelles dans le Open Timber Portal. En plus de ça, pour, par exemple, les concessions forestières sont parfois très larges et les sociétés n'ont pas les moyens de faire la surveillance tout le temps. Donc, on a aussi donné la possibilité de personnaliser le Global Forest Watch en délimitant uniquement leur zone d'intérêt et de l'avoir dans leur smartphone et de pouvoir savoir lorsqu'il y a des exploitants illégaux qui entrent dans la concession, qu'ils puissent déjà avoir des alertes spécifiques uniquement à leur concession. Et là, ça facilite en fait le suivi. Ça n'évolue pas. Donc, le Open Timber Portal
Donc, je vous invite à l'explorer aussi, donc, pour avoir les données sur les concessions forestières, les exploitants forestiers dans les 5 pays du bassin du Congo, a donc 3 modules, donc, qui permettent de faire le classement des entreprises. Donc, quand vous sélectionnez le pays, le Cameroun, vous allez voir qu'il y a près de 150 entreprises qui sont listées là. Il y en a qui sont des meilleurs au dernier, donc il y a 100% jusqu'à 0%. Vous pouvez rechercher par profil. Donc, si vous avez une société en tête, vous pouvez rechercher. Et vous avez aussi toutes les données qui sont générées par la société civile, donc l'organisation comme FODER. Si vous entrez dans le module base de données des observations, vous allez voir dans quelles concessions on a eu à observer des problèmes des droits des populations, des problèmes liés à la fiscalité, des problèmes liés à la gestion forestière ou à l'exploitation forestière. Donc, cette application couvre donc les 5 pays. Donc, avec donc vraiment spécifique, on peut avoir les données jusqu'à l'échelle des concessions. On n'arrive pas encore dans tous les pays à avoir les données sur les assiettes de coupe, parce que là, on travaille avec l'administration, il faut digitaliser tous les plans d'aménagement, mais toutes les sociétés ne sont pas toujours à jour avec les plans d'aménagement, ce qui fait que c'est difficile, mais l'objectif à terme, c'est de pouvoir ajouter les plans d'aménagement dans cette application pour que, à partir de cette application, on puisse véritablement suivre même la déforestation et la dégradation. Donc, en termes d'utilisateurs de l'OTP, derrière l'Open Timber Portal, il y a donc, on a une application qui nous permet de localiser tous ceux qui consultent l'OTP. Donc, on peut voir l'utilisation. On a une forte utilisation au niveau des États-Unis, mais aussi de l'Europe entièrement, parce que si on regroupe tous les pays, là, c'est pas, on a la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, qui sont les grands utilisateurs de l'OTP. Donc, ça signale là. Donc, ça nous permet de voir que effectivement l'application est utilisée par les importateurs ou les autorités compétentes belges, autorités, organes de gestion CITES, pour apprécier les performances des entreprises. Donc, vous pouvez consulter l'application avec ce lien opentimberportal.org. Voilà, je vous remercie. Donc, pour nous, il est très important aujourd'hui qu'on réussisse à avoir une bonne maîtrise du potentiel minier que nous avons dans les forêts du bassin du Congo. Vous avez vu, en 2020, on a perdu près de 600 millions d'hectares. Ouais. On a perdu suffisamment des hectares de forêt. Donc, aujourd'hui, nous pensons que la superficie que nous avons dans la documentation a vraiment diminué. Si je prends le cas du Cameroun, on parle de 22 millions d'hectares de forêt, et je peux vous dire que nous n'avons presque plus de forêt comme à l'époque. Donc, il est important de pouvoir faire véritablement un bon inventaire pour savoir ce que nous avons comme potentiel dans la zone. Et ayant ce bon potentiel, il y a une bonne maîtrise, il faudrait qu'on revoie le modèle d'aménagement forestier que nous avons jusqu'aujourd'hui. Pour ceux qui travaillent dans les sociétés forestières, à l'époque, voilà, on élabore des plans d'aménagement sur la base de certains outils qui ont été développés. Mais la vérité, c'est que ces outils-là sont dépassés. Je vais prendre juste pour un exemple, pour que vous compreniez. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé les portes au Cameroun, même au Congo, au Gabon aussi. À l'époque, on avait des sociétés comme, je ne sais plus trop les noms, mais comme les Richemont, par exemple, qui étaient au Cameroun, qui du jour au lendemain ont fermé les portes. Rouget, par exemple, aussi a fermé les portes. Ben alors, quand ils partaient, la raison qu'ils évoquaient, c'était que, bon, ils ont évoqué des questions financières. Mais il y a une étude d'Alain Kaczynski qui a démontré clairement que ce qui s'est passé, c'est que ces entreprises avaient eu des concessions forestières 30 ans après le temps de rotation. Quand ils reviennent à la case de départ, il n'y a plus des arbres. Pourtant, ils avaient des plans d'aménagement, pourtant des inventaires ont été faits. Qu'est-ce qui justifie que, en temps normal, si c'était bien fait, quand ils font le tour, 30 ans après ou 35 ans après, on devait se retrouver avec presque les mêmes tiges là parce que la forêt a eu le temps de se reconstituer. Donc, il faut encore revoir tous ces outils.
Aujourd'hui, il y a des paramètres qui font que la vitesse de croissance des arbres est aussi modifiée. Les questions de changement climatique qui entrent. Et là, nous pensons qu'il est important de revoir un peu tous ces outils pour développer des outils qui sont beaucoup plus adéquats. Je vais parler un peu de ceci, le théorie de cubage. En fait, le théorie de cubage en fait, permet, sur la base des taux d'accroissement des arbres, de pouvoir déterminer les diamètres minimum d'exploitation ou les diamètres d'aménagement. Et pour la vérité, c'est que les théories de cubage que nous avons aujourd'hui dans nos pays, ce sont des théories de cubage qui datent de, je sais plus combien, 1900, je sais plus combien, mais très loin. Donc, il y a une nécessité de pouvoir les actualiser. Je crois que pour des étudiants et des profs d'université dans le secteur de la foresterie, c'est très bien de se pencher dessus, de façon à pouvoir doter nos pays d'un théorie de cubage mis à jour qui tient compte de tous ces paramètres-là pour tous les différents arbres. Donc ça, c'est le gros défi que nous avons aujourd'hui dans nos pays. Donc j'ai parlé des réformes législatives donc pour une meilleure préservation des forêts. Donc, il faut vraiment qu'on nettoie encore tous nos textes-là pour focaliser beaucoup plus l'attention de nos, de la législation autour de la protection de nos forêts. Aujourd'hui, la tendance, c'est que nos pays veulent beaucoup plus faire des conversions de terres. Les terres qui sont forestières, on va les transformer en agro-industrie. Et parfois, ces agro-industries ne profitent pas vraiment à ces pays. Je vais prendre un exemple pour comprendre ce que je veux dire. En 2000, je crois que c'est en 2020 par là, peut-être je n'ai pas la date exacte, au Cameroun, il y avait un grand projet de palmiers à huile lancé par une compagnie du côté du sud-ouest. Donc, qui avait eu des concessions qui avait une concession foncière pour faire du palmier à huile. Mais seulement, on lui a donné la concession foncière sur une zone forestière. Greenpeace et bien autres ont mené des investigations et au final, on se rend compte qu'effectivement, l'entreprise a eu la concession, mais seulement n'avait pas de moyens. Et ce que l'entreprise a fait, il y a une entreprise qui est sortie de nulle part, à qui on a donné l'autorisation de récupération du bois sur cet espace. Et on se rend donc compte que entre l'entreprise qui a eu la concession foncière pour faire son agro-industrie et l'entreprise qui a dû exploiter le bois, il y a un lien incestueux entre les deux. Donc, ça veut dire en clair quoi? Les gars ont trouvé une astuce aujourd'hui pour décaper et vendre le bois, c'est qu'ils prennent l'argent du bois, sous peut-être qu'ils veulent développer la zone ici, parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils exploitent pour avoir des fonds pour développer. Bon. Même si après, ils ne poursuivent pas le projet d'agro-industrie, ils ont au moins sur leur facteur, ils peuvent partir. Et ça, c'est récurrent. Donc, il faut avoir un regard sur le marché asiatique, qui pour nous aujourd'hui devient vraiment le secteur où nos bois qui sont exploités illégalement dans les bassins du Congo, ils vont d'abord, ils atterrissent là-bas, transformés pour revenir ici en Europe. Et ça, c'est l'une des choses sur lesquelles nous avertions à dire aux parlementaires, à dire aux membres de la commission, faites attention parce que si vous ne parvenez pas à contrôler le marché asiatique, vous risquerez en train de faire une déforestation indirecte parce que vous consommez ce qui est produit illégalement. Donc pour nous, c'est un gros problème aujourd'hui. Comment réussir à contrôler le marché asiatique? L'autre chose aussi, c'est le respect des obligations sociétales. C'est-à-dire que les obligations de ces sociétés, ces obligations sur le plan environnemental, sur le plan social. L'autre chose aussi, il faut, comme je disais tout à l'heure, travailler à pouvoir renforcer la collaboration entre les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de la lutte contre les illégalités, la chaîne de la légalité. Donc, que ce ne soit pas seulement une affaire du ministère des tutelles, mais qu'on ait aussi d'autres sectoriels comme le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Environnement, des Affaires sociales, et qui travaillent de façon à ce que nous puissions préserver nos forêts. Donc, voilà un peu ce que nous avons voulu partager avec vous pour ce deuxième passage
à l'université. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention.